Ah, c'est beau les années 80, Jean-Luc Lahaye, femme. Très belle chanson, n'est-ce pas? Franchement. Et on va avoir un invité de marque là tout de suite. À l'instant, il est en ligne avec nous. C'est monsieur l'ambassadeur de France, Christophe Vigo. Bonjour. Bonsoir. Bonjour Stéphane et bonjour à tous les éditeurs de 90 FM. Merci, bonsoir à vous. Vous savez que nous sommes en très bonne compagnie ce soir, dans les studios. Oui, apparemment j'ai cru comprendre qu'il y avait mon ami Gisèle Abazon et il y avait aussi Luis Fernandez. Alors Fernandez sera lui normalement tout à l'heure en ligne avec nous. Il est actuellement à l'entraînement sur place à Ramat Gan pour préparer l'équipe israélienne. Donc il est occupé. J'espère qu'il nous passera un petit coup de fil pour nous raconter tout ça. Gisèle. Bonsoir monsieur l'ambassadeur. Bonsoir Gisèle. Nous voulions avec vous, une fois n'est pas coutume, parler plutôt culture. Et évoquer un peu toute l'énergie que donne l'Institut français, l'ambassade de France à faire rentrer la culture française ici, l'amener, échanger et inversement. Donc j'ai eu la chance de vous suivre sur l'exposition du sarcophage du musée d'Israël de Jérusalem et je voulais en dire un mot et je voulais que surtout vous me disiez un petit mot sur ce sarcophage et vous allez nous faire peut-être un peu d'histoire et nous raconter comment qui a eu cette idée de ramener ce sarcophage qui finalement personne n'a vu depuis sa découverte? Alors d'abord c'est une très belle histoire puisque c'est une princesse juive qui s'appelle Hélène d'Adiaben du 1er siècle et qui nous revient quelques mois grâce à une excellente coopération entre le musée d'Israël et le musée du Louvre. Et les deux directeurs se sont impliqués pleinement dans cette coopération. Et c'est un très beau sarcophage pour ceux qui auront le plaisir de le voir. Sans corps, hein. Il n'y a pas de corps évidemment à l'intérieur. Voilà, non, oui bien sûr, il y a là, donc c'est une belle pierre avec une petite inscription qui permet un peu de dater et qui permet aussi de donner une origine à ce sarcophage. Mais ce sarcophage était exposé au Louvre et puis il était depuis quelques années dans les réserves et là on le ressort et pour la première fois il sort de France et il vient ici en Israël et je sais que à l'issue du prêt qui est fait au musée d'Israël, il sera exposé à nouveau dans le département d'archéologie du Louvre et je crois que c'est la première fois qu'il y a une coopération dans le domaine de l'archéologie entre le Louvre et le musée d'Israël. C'est une belle manière, je trouve, à l'occasion de Sukkot et à l'occasion aussi de ce nouveau musée, puisqu'il a eu comme 100 millions de dollars de travaux, donc c'est quasiment un nouveau musée d'Israël, de fêter cet événement. Et il y a beaucoup d'autres choses que nous faisons dans tous les domaines de la culture, parce que... oui, bien sûr, il y a d'autres choses. Mais pour terminer sur la princesse Hélène d'Adiadem, j'ai remarqué que elle a fait une alia tardive, mais limitée dans le temps, malheureusement pour elle, et pour les Israéliens. Mais ça, vous savez, c'est la règle entre les musées. Tous les musées ont des départements d'archéologie, ils sont les uns aux autres, dans un bon esprit de coopération, et de la même manière, évidemment, je pense que le musée du Louvre sera très heureux de recevoir un jour, des pièces qui sont détenues par le musée d'Israël, il faut que cet échange, c'est un premier pas. Il y avait déjà eu d'autres choses. Comme vous le savez, le musée d'Israël, par exemple, a fait un très bel événement très important sur les œuvres spoliées. On appelle les œuvres MNR il y a quelques années. On avait pu exposer des œuvres qui avaient été spoliées par les Allemands. Cette deuxième étape, donc dans le domaine de l'archéologie, j'espère permettra d'avoir d'autres sujets. Par exemple, dans le domaine de la peinture, on peut imaginer que le Louvre et le musée d'Israël, qui est un musée universel, continuent à coopérer. Ça serait extraordinaire, une très belle exposition commune de peinture, effectivement. Voilà. Et puis d'autres événements culturels à venir, cette fois-ci, et des invités et des invités de marque qui vont venir ici sur le sol israélien. C'est Claude Lanzmann. C'est assez impressionnant. Nous avons effectivement Claude Lanzmann qui vient pour présenter son livre Le lièvre de Patagonie et qui va aussi présenter son film, Le rapport Karski, à la Cinémathèque de Tel Aviv. Donc il y a deux événements majeurs et puis nous avons évidemment beaucoup d'autres choses aussi. Il y a BHL, Bernard-Henri qui intervient sur un colloque sur Malraux et les harmonies juives. Nous avons aussi une biennale de vidéo art au musée d'Herzliya avec des artistes français qui viennent. Nous aurons un événement audiovisuel parce que l'audiovisuel dans cette dimension, je dirais, un peu industrielle, économique, avec des rencontres audiovisuelles. Une sorte de MIP TV, quoi, une MIP TV. Entre la France et Israël. Et ça, ce sera au mois de novembre prochain.
Donc très très riche effectivement. Vous serez, on a oublié de donner la date, c'est le 14 octobre, jeudi 14 octobre, à l'Institut français de Tel Aviv, à Rothschild, numéro 7. Voilà, pour la présentation par Claude Lanzmann de son livre. Et puis, je ne l'ai pas dit, mais il y a eu quand même 3 festivals où la France était largement représentée. Je pense au Festival du film de Haïfa. Ceux qui étaient ont pu admirer 18 films français. Et à Akko et à Bat-Yam, où il y avait ces festivals de la rue, il y avait ce spectacle de la rue. Moi, j'y suis allé dans les 2 cas. Et la France était le pays qui avait la contribution la plus importante à ces 2 festivals. Donc, je suis très heureux. Parce que vous savez, la culture, d'abord, c'est très agréable à y participer, à regarder. Et c'est aussi une manière de faire passer les messages. C'est aussi de la politique, effectivement. Français et israéliens. Découvrir une autre réalité sur la France et une autre réalité sur Israël. Donc vous êtes assez comblé comme ambassadeur en termes de culture. Et ça pétille dans tous les sens. Et je suis heureux que nos amis francophones puissent aussi goûter à ces spectacles, y participer. Parce que, voilà, il ne faut jamais oublier qu'en Israël est une terre de la francophonie. Et puis la preuve, regardez, on parle en français. Il y a 500 000 francophones dans ce pays. La preuve, regardez, il y a plein de Français qui nous écoutent en français, sur une radio 90 FM. Bravo pour votre initiative, hein, vraiment. Et vous êtes le bienvenu, évidemment. Vous êtes bienvenu, d'ailleurs, pour venir dans ces studios, j'espère, très prochainement. La prochaine fois. Et je voulais quand même vous dire un petit mot. Dites-moi un petit mot sur... Je sais que vous avez rencontré les parents de Gilad Shalit il y a quelques semaines. Y a-t-il des avancées? Y a-t-il... je sais que vous tenez ce dossier très à cœur. Vous savez, vraiment une des priorités de la diplomatie française. C'est, à titre personnel, une de mes vraies priorités. D'abord parce que je connais très bien Noam et Aviva. Je les ai rencontrés, c'était encore mercredi dernier. C'est un cas, je crois, qui nous touche tous humainement, très fortement. Et donc nous faisons le maximum. Nous sommes en contact, que ce soit moi ou que ce soit à Paris, avec les autorités israéliennes, avec le négociateur israélien, avec le médiateur allemand. On fait le maximum, mais je le dis toujours, tout ne peut pas être mis sur la place publique. Nous faisons le maximum, mais dès que nous ne sommes plus dans le confidentiel, alors on perd totalement en efficacité. Donc il faut rester extrêmement discret sur ce qui est fait, mais sachez simplement que nous faisons le maximum, que nous poursuivons notre effort aux côtés des autorités israéliennes, aux côtés du Premier ministre et aux côtés du médiateur allemand. Christophe Bigot, j'en profite que Gisèle est à côté de nous pour traduire justement. J'ai la chance d'avoir une bonne traductrice. On va pas dire la meilleure d'Israël, même si je le pense, mais une bonne traductrice. On peut dire que c'est la meilleure. Et même elle veut pas. C'est plus qu'une interprète parce que en fait, elle donne du poids et du talent. Quand on en manque. Et donc ça, c'est vraiment... c'est de ça qu'on va parler. C'est la radio, vous ne me voyez pas rougir, mais je n'en pense pas moins. Elle est rouge comme son micro, d'ailleurs. Non, justement, on va parler de ce travail d'interprète et on va rendre hommage au travail d'interprète avec Gisèle, là, dans un instant. Mais Gisèle va en profiter pour nous traduire en 2 mots entre la culture et donc c'est pas de l'interprétation, c'est du résumé. C'est du résumé. C'est pas du tout professionnel. ובכן, שגריר צרפת זה עתה הזכיר את נושא הארון קבורה שהגיע מצרפת מהלובר של אלנדה בדיין מהמאה הראשונה לספירה, שהגיע לכאן למוזיאון ישראל. שוחחו יחדיו האנשים על נושא תרבות וחילופי תרבות בין צרפת לבין ישראל, עם קלוד לנצמן שמגיע עוד מעט על מנת להציג את ספרו דיווח קרסקי. גם ברנאורי לויה יגיע עוד מעט. הרבה מאוד שיתופי פעולה בין צרפת וישראל בתחום התרבות, שהוא התחום החשוב ביותר על מנת להבין זו שתי התרבויות, התרבות הצרפתית והתרבות הישראלית, ואכן החיים שמחים ותוססים. Ethan, prends-en de la graine. C'est ça que je veux toutes les semaines. De la cavote, hein, j'ai tout compris. Évidemment. Monsieur l'ambassadeur Christophe Bigot, merci beaucoup d'être passé par nous voir. Merci à vous et merci encore pour cette très belle initiative et pour répondre aux attentes de notre public francophone et français en Israël. Merci, à très très vite. À très bientôt. Au revoir. On va repartir avec un peu de musique, Gisèle. C'est parti alors. Et puis on continuera notre discussion. Vous êtes là toute l'heure avec nous. רגע, אבל את הכי חשוב שכחת, סטפן. quoi? שהוא שיבח את הרדיו על זה שאנחנו עושים תוכנית הפרנקופונים, נכון? בהחלט, וזה חשוב. ומה הוא הבטיח פה בשידור חי? שהרעיון הבא איתו, שגריר ישראל בצרפת, יהיה כאן באולפן. שגריר צרפת בישראל. צרפת בישראל. בהתרגשות. שגריר צרפת בישראל אמר, הרעיון הבא שאנחנו נרצה לערוך איתו, בגלל שהוא באמת התחבר, זה לא פעם ראשונה שאנחנו מראיינים אותו, זה כבר הפעם אולי השלישית.
הוא מגיע אלינו לאולפן, וזה כבוד גדול. אז... On aura, j'espère, l'ambassadeur, effectivement, dans nos studios, un jour, lorsqu'il le pourra. זה יקרה בקרוב יותר ממה שאתה חושב, סטפן. בסדר? אז נשמע מוזיקה קצת? On continue en musique, et je crois avec un chanteur que vous aimez bien, Gisèle, Julien Clerc. Julien Clerc, bah, qui n'aime pas Julien Clerc? Et son cœur de rocker, à tout de suite. J'avais déjà un cœur de rocker. Je n'aimais pas beaucoup l'école. Je ne vivais que pour mes idoles. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Je n'étais encore qu'un teenager. Je suis parti vivre ma vie en outsider. Mon père voulait me retenir. Tout ce qu'il a trouvé à me dire, c'est: tu vas faire mourir ta mère. Jamais su dire je t'aime. Oui mais maman, je t'aimais quand même. Oh, comme personne t'a jamais aimé. De toutes les filles qui m'ont fait craquer, la seule que j'ai vraiment aimée, c'est celle qui m'a quitté, j'ai été bien embêté. C'est vrai que j'étais pas très fidèle, mais j'étais totalement fou d'elle. J'ai voulu la retenir, tout ce qu'elle a trouvé à me dire, c'est: tu vas finir ta vie tout seul. Jamais aimé. Avec mon cœur de rocker, j'ai jamais su dire je t'aime. Oui mais baby, je t'aimais quand même. Comme je pourrais plus jamais Cœur de rocker plutôt, Julien Clerc, il est 19h25. לב של רוקר בעברית, לב של רוקר, כן. Exactement. Gisèle Abazon est avec nous, on a la chance de la voir, alors on a envie de parler avec elle. On a encore jusqu'à 20h ensemble pour rendre hommage à ce métier d'interprète qui est pas si évident à comprendre finalement. On n'est pas traducteur. Non, si, on peut être traducteur, mais c'est un autre métier. Quelle est la différence essentielle ? D'abord et avant tout, un traducteur est quelqu'un qui traduit des textes par écrit, qui traduit des livres, des articles, des documents. C'est un traducteur. Un interprète est quelqu'un qui traduit de manière simultanée ou consécutive, j'explique.